Hier, le monde entier a célébré la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. On a eu l'avis d'un phytothérapeute sur les recherches menées pour le traitement de cette maladie. Là, aujourd'hui, on aura l'avis d'un hématobiologiste sur les avancées dans le domaine de la médecine moderne. On suit d'abord ce reportage avant de la recevoir. J'ai mal partout. Prince et Lucienne souffrent de la drépanocytose. Maladie génétique la plus répandue au monde, mais inconnue d'un bon nombre. Pourtant, elle touche plus de 5 millions de personnes, selon l'Organisation internationale de lutte contre la drépanocytose. Sa manifestation varie d'un individu à un autre. J'ai les maux de tête, les maux de ventre. Et les jambes aussi me font du mal. Quand je regarde mes camarades, je vois que mes camarades se sont bien plus que moi. J'ai mal au doigt et mes mains me font mal. Lui, s'il est en crise, il a vraiment très mal au ventre. Et il réclame à ce qu'on lui presse même le ventre. Et il demande même à ses soeurs de monter sur son ventre pour lui permettre d'avoir un peu plus de soulagement. Les drépanocytaires ont un quotidien difficile, parfois hors norme. Mais ce n'est pas tout. La prise en charge de cette maladie incurable est onéreuse. Le produit que j'administre à mon enfant, ça me coûte au minimum 25 000 francs par mois. Si je rate, je fais des frais plus que ça. À l'hôpital, s'il est en crise, parfois je dépense jusqu'à 80 000, 96 000. À l'hôpital, chaque fois, il faut prévoir un minimum de 30 000 francs d'ordonnance par enfant. J'ai dû recourir à la tradithérapie qui me soulage un peu. Dans ce quotidien si sombre, certaines ONG viennent en appui aux familles des malades. C'est le cas de la Fondation Arnaud Biaou. C'est une de mes petites sœurs qui est restée en France. À la naissance de son enfant, après 1 an, on a constaté qu'il doit souffrir de la drépanocytose. Alors, ils ont essayé de faire des traitements, mais en fin de compte, il en est mort. Alors, pour immortaliser la mémoire de ce fils, la maman a créé cette association-là pour pouvoir aider ceux qui en souffrent. Si on pouvait avoir un petit dispensaire là, avoir notre médecin qui pourra voir les patients et savoir à quel niveau à peu près le mal est et comment les soigner. Demander à l'État de nous aider financièrement pour acheter des produits et de pouvoir canaliser ces patients-là. Outre la promptitude de traitement, la prévention à travers les tests prénuptiaux confirmant la compatibilité sanguine reste une condition sine qua non. Mieux vaut prévenir que guérir. Merci beaucoup, Roch Akwainou, mon chef d'édition du jour d'ailleurs. Et Ketoura pour ce reportage. Alors, docteur Baglo, Tatiana Baglo, vous êtes hématobiologiste. Dites-nous, c'est quel type de maladie qui fait autant mal, qui fait autant souffrir les malades? On a eu les enfants, franchement, ça fait mal. Eh oui. Bonsoir, Madame Heureuse. Comment vous allez? Oui, ça va. En fait, la drépanocytose, c'est une maladie génétique, en fait. C'est une maladie génétique qui est caractérisée par la présence d'un type d'hémoglobine particulier, qui est l'hémoglobine S, qui remplace l'hémoglobine normale, qui est l'hémoglobine A qu'on devrait avoir. Donc, cette maladie, elle est redoutable et douloureuse parce qu'elle est caractérisée par la survenue des crises, des douleurs ostéo-articulaires tantôt, mais parfois des douleurs abdominales. On parle de crise, les malades vont vous dire « je fais des crises », mais vraiment c'est des douleurs qui sont tellement intenses, carrément insupportables, que les malades vivent tous les jours, en tout cas autant que faire se peut. C'est-à-dire, il y a des patients qui vont faire pratiquement des crises chaque mois, d'autres par semaine, ça dépend. C'est très variable. Mais au-delà des crises vaso-occlusives qui sont caractérisées par cette douleur, il y a la susceptibilité à faire des infections. Ces patients font énormément d'infections. Mais ces infections
lorsque les patients les font, entraîne encore une aggravation de leur anémie qui est déjà permanente normalement, ce qui fait qu'ils peuvent uriner Coca-Cola, c'est-à-dire hémolyser leurs globules rouges, ce qui entraîne et aggrave leur anémie. Donc, c'est un peu ces signes-là qui font que vraiment les parents, comme dans le reportage le signale, dépensent énormément. Chaque fois que l'enfant fait des crises, il doit venir à l'hôpital et là, il faut calmer la crise, calmer les douleurs, mais chercher le pourquoi, c'est-à-dire le facteur déclenchant de la crise. Ce facteur déclenchant peut être n'importe quoi. Ça peut être une infection, c'est très fréquent, surtout nous, au Bénin, on a le paludisme qui est au lot endémique, donc il y a d'autres infections bactériennes ou virales même. Donc dès que l'enfant fait une infection, l'infection peut s'exprimer par des crises vaso-occlusives. Dès qu'il est stressé, il y a des facteurs physiques, ce n'est pas forcément des infections, mais le stress, l'anxiété, un enfant qui va à l'examen. Dans cette période, par exemple, on reçoit énormément de drépanocytaires parce que le stress avant l'examen les amène à vraiment déclencher les crises. Si les enfants ne respectent pas les mesures hygiéno-diététiques qu'on met en place avec eux, tout ceci peut déclencher des crises. Nous sommes en temps de fraîcheur. Fraîcheur, oui. Et il paraît que c'est également une période à risque pour ces personnes-là. Oui, le froid est une période à risque, mais c'est surtout le changement brutal de température qui est surtout un facteur de risque chez eux. Donc, dès que, tantôt c'est qu'il fait chaud, tantôt il fait froid, ou le courant d'air, un enfant qui dort sous un courant d'air, par exemple, dans un couloir ou de courant d'air, il va déclencher très fréquemment les crises vaso-occlusives et puis les parents dépensent ça. Énormément. On peut le dire, ils l'ont dit bien. Là, on va parler peut-être après de la prévention parce qu'il faut insister là-dessus. Mais parlons d'abord du traitement. Le mal est là, il est drépanocytaire. Lorsque la crise survient, que faire? Est-ce qu'il y a déjà des traitements aujourd'hui pour guérir de la drépanocytose? En fait, pour le moment, au Bénin, on ne peut pas guérir de la drépanocytose. On est drépanocytaire, on meurt drépanocytaire. Et ce n'est pas seulement au Bénin, mais dans tous les pays de la sous-région. Il n'y a pas de traitement. Mais je mets ça en réserve pour dire, après les perspectives, il y a des avancées dans la médecine. Quelles sont ces avancées-là? Bon, je parle d'abord de la prise en charge actuelle, parce que c'est ce qu'on fait dans 99,99% des cas, en fait. Et pour ne pas dire 100% des cas au Bénin. Calmer la douleur. En fait, oui, on calme la douleur. Tout simplement. Parce qu'on a, grâce à des antalgiques qui sont à notre disposition, on n'hésite pas à utiliser même des dérivés morphiniques pour calmer les douleurs selon l'intensité de la douleur. Après ça, on essaie de rechercher l'étiologie, c'est-à-dire le facteur qui a déclenché la douleur. Comme je le disais tout à l'heure, derrière une crise, il y a souvent, très souvent, un facteur déclenchant. Si c'est le paludisme, par exemple, il faut traiter le paludisme. Si c'est une infection, il faut traiter l'infection. Ils font souvent des infections pulmonaires du poumon, parfois des infections urinaires ou osseuses. En tout cas, n'importe quelle infection, on essaye de localiser le site et on traite l'infection. Si c'est un facteur physique, on rassure le patient et on gère le facteur déclenchant concomitamment à la gestion de la crise. Que la crise soit abdominale ou ostéo-articulaire, on gère. Donc, on gère les deux concomitamment et le malade est soulagé. Souvent, ça peut prendre quelques jours. Ça dépend de l'intensité de la douleur. Au-delà de tous ces moyens, on met en place quand même un certain nombre de paramètres, un certain nombre de mesures que les malades doivent suivre pour éviter d'avoir des crises vaso-occlusives. Et quand les malades suivent ces précautions, normalement, les crises se raréfient. Si on ne va pas dire disparaissent, mais les crises se raréfient. Parce que c'est ce qui pose problème chez le drépanocytaire. Mais est-ce qu'on vous avez dit, je ne vous arrête pas, vous avez dit on ne peut pas guérir, on ne peut pas guérir de la drépanocytose, mais est-ce que les crises peuvent disparaître à jamais? Bon, justement, on parle des avancées. Les crises peuvent
pas disparaître à jamais, mais peuvent être rares. Il y a des molécules actuellement disponibles en Europe qui sont même déjà utilisées en Europe. Et chez nous ici, on va parler de... Parce que... Chez nous, c'est compliqué. On est limité aux mesures génodiététiques, c'est-à-dire tout fait pour que les crises ne surviennent pas. Et quand les crises surviennent, vraiment, il faut les traiter, prendre en charge rapidement le malade. Et avec ces dérivés de morphine dont vous aviez parlé. Exactement. Mais il y a les paliers 1, il y a 3 types d'antalgiques. Il y a les paliers 1, les dérivés morphiniques, c'est quand la douleur est vraiment intense et insupportable. Mais pour les mesures qu'il faut qu'on met en place avec les parents, c'est-à-dire dès que l'enfant naît drépanocytaire ou qu'un parent sait qu'il est porteur du trait S, je les invite à consulter rapidement à l'hôpital, avant même la naissance de l'enfant. Dès qu'il consulte, on met en place un programme de suivi de cet enfant-là qui va naître. Et très tôt, on lui fait les tests pour déterminer s'il est drépanocytaire. On n'attend plus de 18 mois ou 2 ans pour faire le test et dire que l'enfant est drépanocytaire parce que la prise en charge doit commencer très tôt. Et quand la prise en charge commence très tôt, quels sont les avantages? Très tôt, l'enfant ne présentera plus de retard staturo-pondéral, c'est-à-dire il n'est plus petit, parce que les drépanocytaires, surtout les SS, on se rend compte que vous voyez quelqu'un qui va vous donner l'impression d'avoir 15 ans, mais en fait, il a 30 ans. On se trompe souvent sur leur âge, parce qu'ils ne grandissent pas. Normalement, ils ont un retard staturo-pondéral. Mais dès qu'on commence la prise en charge très tôt, on a l'opportunité d'éviter ces genres de complications. Donc, comme mesure qu'on met en place avec les parents, il y a la boisson. Il faut qu'ils boivent de l'eau. Il y a l'antibioprophylaxie, c'est-à-dire on met en place ce qu'on dit la pénicilline V. On instaure ce traitement. On appelle ça souvent pénivé. Exactement. On leur met en place ce traitement-là pour permettre d'éviter les infections qui surviennent chez eux et qui sont graves. Les infections au pneumocoque, les infections au méningocoque. On met en place la pénicilline V, surtout chez les enfants jusqu'à l'âge adulte, pour pouvoir éviter ces genres d'infections à germes encapsulés. Mais on met en place aussi des vaccinations. Il y a des vaccinations obligatoires pour les drépanocytaires. Oui, c'est vrai, ça coûte cher. Parce que ce n'est pas sponsorisé et c'est ce qui se passe réellement en Afrique. Dans d'autres pays, ça l'est, c'est sponsorisé. Oui, dans d'autres pays, la prise en charge est subventionnée. Oui, est subventionnée, surtout les vaccinations. Mais au Bénin, la prise en charge et les vaccinations sont subventionnées jusqu'à l'âge de 9 mois. Mais après ça, les vaccinations peuvent... Le programme élargi de vaccination sont à la charge des parents et ces vaccinations coûtent un peu cher, ce qui fait que les parents lâchent les vaccinations. Et il y a le pneumo 23, les vaccinations contre le méningocoque. Maintenant, vous aviez tantôt parlé de ces avancées-là qui malheureusement ne sont pas encore, on n'en connaît pas encore dans notre pays. Oui. Mais vous êtes hématologiste. Il y a le professeur Anani, le grand professeur Anani, je me permets de le dire, hein, mesdames et messieurs. Il voyage tout le temps. Mais pourquoi pas ces avancées dans notre pays? Oui, bon, en fait, ça, ce n'est pas seulement le voyage. Oui, on connaît ces techniques. Mais en fait, il faut des moyens. Le plateau technique n'est pas encore assez équipé pour aboutir à ces moyens. Donc, vous avez la formation là pour... Oui, on a la formation là, mais on n'a pas le plateau technique, on n'a pas le matériel. Mais il faut comprendre que même en Europe, on ne met pas en place ces techniques curables pour tout le monde. On va vous recevoir peut-être dans le forum du jour, là, 52 minutes pour vraiment détailler, aborder le sujet de long en large. Merci beaucoup, Dr Baglo. Tatiana Baglo, hématobiologiste au CNHU. On parlait donc avec elle du traitement de la drépanocytose, les avancées dans le domaine de la médecine moderne.